FR. Le monde tremble. L'Europe est face à une peur ancestrale, celle de la guerre. Pendant ce temps, l'Orient forge un nouveau pouvoir inattendu. Pourtant, nos élites occidentales semblent s'effondrer sous le poids de leurs propres contradictions. Qui donc tire les ficelles de CE, théâtre mondial? Question à vous. Où vous trouvez-vous en CE moment? Écrivez la ville et le pays dans les commentaires. Alors que l'Europe se cherche, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a inspecté la frontière polono-biélorusse le 30 août. Avec le Premier ministre polonais Tusk, elle a promis des fonds supplémentaires aux États membres. Pourquoi? Pour contrer les attaques hybrides de Moscou et Minsk. La tension est palpable. Quelques jours plus tard, des exercices militaires nucléaires majeurs débutaient en Biélorussie. L'organisation du traité de sécurité collective, incluant la Russie, se concentre sur l'utilisation d'armes nucléaires. Pendant ces temps, en Chine, le sommet de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, a réuni Xi Jinping, Poutine, Modi. Tous cherchent une unité face à l'Occident. Et la nation voisine de la Russie? Elle frappe. Une deep strike ukrainienne a visé une base aérienne en Crimée. De nouveaux missiles, les Flamingo, auraient été utilisés, ravageant hélicoptères et infrastructures. L'Allemagne, par la voix de Friedrich Merz, insiste. Pas de troupes au sol, plutôt une aide financière, car cette guerre, selon lui, sera longue. Pendant ces temps, un chaos migratoire sans précédent frappe le Royaume-Uni et un scandale éclate en Pologne. Question à vous. Aidez-nous avec le timing des émissions. Indiquez votre pays, votre ville et l'heure actuelle chez vous. Pourquoi tout cela importe-t-il maintenant? La sécurité de l'Europe est en jeu. Les mouvements de troupes et les exercices militaires rappellent des heures sombres. L'économie européenne, déjà fragilisée, pourrait ne pas résister à une guerre prolongée. L'impact sur votre quotidien est direct. Inflation, incertitude, précarité. N'est-ce pas CE que nous sentons déjà? La crise migratoire au Royaume-Uni est un symptôme. 876 840 arrivées, un chiffre record. Pendant que l'Europe se fragmente, l'Orient s'unit. Le sommet de l'OCS redéfinit un nouvel ordre mondial. Le rapport de force est en train de changer. Devons-nous simplement observer? Question à vous. Que devrions-nous vérifier sur les faits pour notre prochaine émission? Donnez-nous un sujet précis à fact-checker. Plusieurs versions des faits circulent. Officiellement, Ursula von der Leyen déclare que les frontières de l'Europe sont une responsabilité commune. Cela sonne comme une forteresse. Donald Tusk, lui, est catégorique. Toute concession à la Russie agressive ne garantira pas notre sécurité. C'est un appel à la fermeté. Une invitation à la résistance face à CE qu'il a déjà comparé à l'empire du mal moderne. Mais du côté russe, Dmitri Peskov affirme que les Européens mettent des bâtons dans les roues, accusant l'Occident. Pour la Russie, l'Europe saboterait la paix en poussant le gouvernement de la nation voisine à une politique absurde. Selon Dmitri Medvedev, Merz et Macron ont complètement oublié les leçons de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, tout pourrait finir comme en 1945, une provocation lourde de sens laissant planer la menace d'une nouvelle défaite pour l'Europe. Qui a raison? Ou plutôt, qui a SES propres intérêts? Les médias russes d'État maintiennent que l'Occident alimente un conflit qui pourrait être évité. C'est le dilemme du diable. La paix est-elle vraiment désirée par tous les acteurs? Question à vous. À qui faites-vous confiance sur CE sujets dans votre région? Mentionnez un orateur ou un média. L'histoire rime souvent plutôt qu'elle ne se répète. Medvedev fait le parallèle avec 1945, un rappel glaçant. La visite d'Ursula von der Leyen à la frontière nous replonge dans l'ère de la guerre froide, un nouveau rideau de fer en préparation. Tusk évoque la solidarité, un mouvement polonais de résistance, comme pour ancrer le conflit actuel dans une lutte historique pour la liberté. Mais au-delà des enjeux géopolitiques, des détails frappent. L'interdiction potentielle des pèlerinages hassidiques dans la nation voisine de la Russie, une tradition séculaire, montre comment la guerre déchire le tissu même de la société. Les déclarations de Trump sur l'OTAN résonnent encore. Son refus de s'engager militairement a directement influencé Berlin. C'est une fracture transatlantique.
Une tentative de dialogue entre Modi et le chef de la nation voisine a eu lieu, mais sans grand résultat. Il y a eu des guerres commerciales, des frictions entre la Chine et les États-Unis. Elles ont poussé Pékin et New Delhi au rapprochement. Est-ce là l'acte fondateur d'un nouveau bloc? Dans les mois à venir, l'escalade militaire est le scénario le plus redouté. Les exercices nucléaires en Biélorussie et les frappes profondes de la nation voisine augmentent la tension. Les fragmentations au sein de l'Europe pourraient s'accentuer. La réticence allemande à envoyer des troupes, la montée de l'extrême droite. Cela affaiblit la cohésion européenne face à la Russie. Le changement d'ordre mondial, symbolisé par l'unité de l'OCS, menace l'hégémonie occidentale. Le monde multipolaire. Fragmenter pourrait générer de nouveaux conflits d'influence. La crise migratoire, notamment au Royaume-Uni, où 4,5 millions de personnes sont arrivées en seulement 3 ans, alimente le populisme. Le scandale David Zostak en Pologne, CE politicien nationaliste qui a quitté son parti pour une relation transgenre, décrédibilise la politique. Un signe de déconnexion entre idéologie et réalité. Notre pire cauchemar serait une Europe divisée, affaiblie, incapable de s'unir. Une escalade majeure se produirait avec la menace nucléaire. L'axe Chine-Russie-Inde consoliderait son pouvoir, reléguant l'Occident au second plan. Le scénario le plus probable, une guerre froide 2.0. La Russie et la nation voisine s'enliseraient dans un conflit durable. L'Europe fournirait un soutien financier, mais éviterait l'engagement militaire direct. L'OCS continuerait de renforcer ce lien. Qui en sort gagnant? La Chine, la Russie voient l'Occident s'affaiblir. L'extrême droite européenne renforce son pouvoir en capitalisant sur la peur. L'industrie de l'armement profite de l'escalade des dépenses. Qui perd? Clairement la nation voisine de la Russie. L'UE, divisée, perd de son influence. Et nos valeurs occidentales remises en question. Question à vous. Où se situe la ligne rouge entre l'Occident et le reste du monde? Exprimez-vous en une phrase. Pourtant, il existe un scénario inattendu. Une médiation. L'Inde, par exemple, pourrait pousser Moscou et le chef de la nation voisine vers des négociations sérieuses. Cela mènerait à un fragile cessez-le-feu. En Europe, des alliances politiques inattendues pourraient émerger des crises internes. Les pèlerinages hassidiques, cette tradition séculaire dont l'interdiction est envisagée par la nation voisine, illustrent la tragédie humaine au-delà des fronts. Le chantage émotionnel de la part des acteurs politiques est aussi flagrant dans cette affaire. Le gouvernement de la nation voisine utilise la sensibilité religieuse. Pour obtenir un soutien d'Israël, les soldats biélorusses armés de mitraillettes à la frontière polonaise sont un fait brut. La rhétorique explosive de Medvedev, comparant Merz et Macron à Hitler, choque. Le missile Flamingo, s'il existe, serait un coup de théâtre. Les images des dirigeants de l'OCS, Xi et Poutine, unifiés face à l'Occident, sont fortes. Elles montrent un monde qui se polarise. Mais allons plus loin. Le chancelier allemand Merz l'a dit, « Je ne m'attends ni à une défaite militaire de l'un ou l'autre camp, ni à un épuisement économique. Cette guerre va durer longtemps. » Son pessimisme se répand. D'ailleurs, les budgets militaires européens s'envolent. 10 fois plus de fonds pour la mobilité militaire et les investissements de défense. C'est énorme. Plus de 2000. Soldats biélorusses participent aux manœuvres de l'OTSC avec 450 unités d'armes et d'équipements et plus de 70 drones. Ces chiffres ne sont pas des détails. Ils décrivent une militarisation sans précédent aux portes de l'Europe. Pendant que Donald Tusk exhorte à ne faire aucune concession à la Russie, le scepticisme grandit. La Wall Street Journal a souligné comment le vote pour les partis d'extrême droite en France, au Royaume-Uni et en Allemagne est une réponse à l'inflation, aussi à la migration et à la désillusion envers les partis traditionnels. C'est une tendance européenne. Le passage à un ordre mondial multipolaire est une réalité incontestable. L'hégémonie américaine s'efface. La fin de l'Occident tel que nous le connaissons, le sommet de l'OCS, l'alliance sino-russo-indienne, est la preuve. Il y a moins de 2 ans, la guerre éclatait. Et aujourd'hui, l'Europe est en sursis. Quelles sont les motivations profondes? La Chine vise l'hégémonie en Asie. La nation voisine, elle, les frappe, vise à maintenir la pression sur la Russie.
L'Allemagne, enfin, veut éviter l'escalade directe. La dépendance de l'Europe aux États-Unis est criante, particulièrement après les déclarations de Donald Trump. La Pologne, elle, veut renforcer son rôle de rempart. Tous ces acteurs jouent leur propre partition dans cette symphonie géopolitique chaotique. Alors, si vous étiez le conseiller d'un des leaders de Monde, que feriez-vous dans les 90 prochains jours? Une seule mesure, décisive. Partagez-la en commentaire. La peur est omniprésente. La colère sourd. La détermination des acteurs en présence est palpable. Les discours de diabolisation de l'adversaire sont la norme. Tusk parle de l'empire du mal. Medvedev compare les dirigeants européens à Hitler. L'appel à la peur est constant. Mais pourquoi toutes ces images d'Épinal? La menace des attaques hybrides, les soldats biélorusses armés de mitraillettes, la guerre prolongée à l'horizon. C'est une tentative de manipulation, une simplification des enjeux où l'OCS devient un bloc homogène contre l'Occident. Et pourtant, dans ces tableaux, des héros émergent. Volodymyr Zelensky, le résistant. Donald Tusk, le protecteur. Mais ils sont aussi des victimes. La nation voisine, attaquée, l'Europe. Sous pression. Et les méchants. Poutine, Medvedev, l'extrême droite, les élites accusées de laxisme. Alors, qui tire réellement les ficelles? Est-ce la fin de l'hégémonie occidentale? Laissez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo. C'est comme ça que nous continuons à vous donner l'analyse la plus juste des événements qui secouent notre monde. Pour comprendre la complexité de la situation actuelle, il est essentiel de se pencher sur les ramifications historiques et économiques des tensions géopolitiques. L'Europe, traditionnellement un bastion de la diplomatie et de la coopération internationale, se trouve à un carrefour critique. La divergence des intérêts nationaux et la montée des populismes menacent l'unité du continent. L'Allemagne, moteur économique de l'UE, est tiraillée entre impératifs économiques, notamment sa dépendance énergétique historique vis-à-vis de la Russie, et l'impératif moral de soutenir la nation voisine. La France, par la voix de Leader, tente d'affirmer son leadership stratégique, mais se heurte à des divisions internes et à un scepticisme croissant vis-à-vis des interventions extérieures. Le Royaume-Uni, quant à lui, navigue dans le sillage du Brexit, cherchant à redéfinir sa place sur la scène mondiale. Sa Global Britain ambitionne de projeter son influence, mais est freinée par des défis économiques internes et une crise migratoire qui met à l'épreuve infrastructure et sa cohésion sociale. Les chiffres ne mentent pas. L'afflux de migrants, bien au-delà des capacités d'accueil, crée des tensions sociales et nourrit les discours de l'extrême droite, menaçant la stabilité politique du pays. Ce phénomène n'est pas isolé, il est le reflet d'une crise migratoire globale exacerbée par les conflits armés, les dérèglements climatiques et les inégalités économiques. L'Est, de son côté, consolide position. L'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, n'est plus seulement une plateforme de dialogue régional, mais un bloc de pouvoir émergent qui conteste ouvertement l'ordre mondial unipolaire dominé par l'Occident. La Chine, avec son initiative La ceinture et la route, étend son influence économique et stratégique à travers l'Asie, l'Afrique et même l'Europe. Ce partenariat technologique et militaire avec la Russie et l'Inde dessine un nouvel échiquier géopolitique. Les exercices militaires conjoints, les transferts de technologies de défense et la coordination politique au sein de l'OCS témoignent d'une volonté de s'affranchir de la tutelle occidentale. Changement d'ordre mondial, n'est pas une simple redistribution des cartes, mais une transformation profonde des équilibres de pouvoir, avec des implications durables pour le commerce, la sécurité et la gouvernance mondiale. La rhétorique agressive de Dmitri Medvedev et les manœuvres militaires en Biélorussie ne sont pas de simples démonstrations de force. Sont des signaux clairs d'une Russie déterminée à réaffirmer sa sphère d'influence et à défier qu'elle perçoit comme l'ingérence occidentale. L'utilisation potentielle d'armes nucléaires dans les exercices de l'OTSC n'est pas qu'une menace symbolique. Elle rappelle le spectre de l'escalade nucléaire, une perspective terrifiante que l'Europe n'a pas connue depuis la guerre froide. Les attaques hybrides combinant. Cyberattaques, désinformation et pression migratoire sont des stratégies de déstabilisation qui sapent la confiance
et fragilise les institutions démocratiques. L'objectif est clair, semer la discorde, affaiblir les alliances et fragiliser la résilience des sociétés occidentales. Par opposition, la nation voisine de la Russie, malgré sa résilience étonnante, paie un prix humain et matériel incalculable. Chaque deep strike sur les bases russes en Crimée est une victoire tactique, mais elle prolonge aussi un conflit qui semble sans issue. La destruction des infrastructures, le déplacement massif de populations et la perte de vies humaines sont des tragédies qui s'accumulent jour après jour. Le soutien financier de l'Allemagne, bien que crucial, ne peut compenser les cicatrices profondes laissées par la guerre. L'interdiction des pèlerinages hassidiques, bien que mineure à l'échelle du conflit, est un exemple poignant de la manière dont la guerre déchire le tissu social et les traditions ancestrales. C'est un rappel douloureux que la guerre n'est pas seulement une affaire de stratégie militaire et de rapport de force, mais une catastrophe humaine qui affecte la vie quotidienne de millions de personnes. Le dilemme de l'Occident est profond. Comment soutenir la nation voisine sans provoquer une escalade directe avec la Russie? Comment maintenir l'unité européenne face aux pressions internes et externes? Comment préserver les valeurs démocratiques et les droits humains dans un monde de plus en plus polarisé? Le scepticisme croissant vis-à-vis des institutions traditionnelles et l'attrait des discours populistes sont des symptômes d'une crise de confiance profonde. Le scandale David Zostak en Pologne, aussi anecdotique qu'il puisse paraître, est un signal de cette déconnexion entre l'idéologie politique et la réalité des citoyens. L'élite politique est perçue comme déconnectée, corrompue ou inefficace, c'est eux qui nourrit le mécontentement et le désir de changement radical. La ligne rouge entre l'Occident et le reste du monde est de plus en plus floue. Ce n'est plus une simple opposition idéologique, mais une compétition complexe pour l'influence, les ressources et l'hégémonie technologique. Les guerres commerciales entre la Chine et les États-Unis, loin d'être anecdotiques, sont des expressions de cette compétition. Elles poussent des pays comme l'Inde à se rapprocher de la Chine, malgré leurs propres différences historiques, pour former un front uni contre l'hégémonie américaine. Cette reconfiguration des alliances mondiales est un phénomène en accélération. L'émergence d'un monde multipolaire n'est pas une théorie, mais une réalité observable sur le terrain, avec des acteurs multiples qui cherchent à défendre leurs propres intérêts, parfois au détriment de la stabilité mondiale. La question de la médiation se pose avec acuité. L'Inde, en tant que puissance montante avec des liens historiques avec la Russie et une relation de plus en plus stratégique avec l'Occident, pourrait jouer un rôle pivot. Sa capacité à dialoguer avec les deux camps en fait un médiateur potentiel dans un conflit qui semble aujourd'hui sans issue. Un cessez-le-feu, même fragile, serait un premier pas vers une désescalade et la recherche de solutions politiques durables. Mais pour cela, il faudrait que toutes les parties soient disposées à faire des concessions, CE, qui semblent difficiles dans le climat actuel de méfiance et de confrontation. Les budgets militaires européens s'envolent, signe que l'Europe prend au sérieux la menace. L'augmentation des dépenses de défense et la priorisation de la mobilité militaire sont des réponses pragmatiques à un environnement sécuritaire dégradé. Cependant, cette militarisation accrue a un coût. Elle détourne des ressources d'autres secteurs critiques, comme l'éducation, la santé ou le développement durable. De plus, elle risque d'alimenter une course aux armements qui pourrait à terme déstabiliser davantage la région. La question est de savoir si cette militarisation est suffisante pour dissuader une agression ou si elle ne fait que préparer le terrain à un conflit plus vaste. Le pessimisme de Friedrich Merz, qui anticipe une guerre longue sans vainqueur clair, reflète une certaine lucidité face à la complexité du conflit. Il met en lumière l'épuisement économique et moral que cette guerre pourrait engendrer pour toutes les parties. Dans ce contexte, la montée des partis d'extrême droite en Europe n'est pas seulement une réponse à l'inflation ou à la migration. Elle est aussi le reflet d'une désillusion profonde envers les partis traditionnels, jugés incapables de résoudre les défis contemporains. Ces partis capitalisent sur la peur, le ressentiment et le désir de solutions simples à des problèmes complexes, menaçant ainsi la cohésion européenne de l'intérieur. En définitive, le monde est à un point de bascule. Les choix faits aujourd'hui auront des répercussions sur les décennies à venir.
Le dilemme est immense. Succomber à la peur et à la division, ou trouver la force de s'unir et de bâtir un avenir plus stable. La fin de l'hégémonie occidentale n'est pas inéluctable, mais elle dépendra de la capacité des leaders à transcender les intérêts étroits et à collaborer pour le bien commun. La guerre froide 2.0 n'est pas une fatalité. Elle est le résultat de choix politiques. L'Europe doit choisir entre la fragmentation et l'unité, entre la dépendance et l'autonomie stratégique. C'est un test de caractère pour un continent qui a, par le passé, démontré sa capacité à se relever des cendres des conflits. La menace nucléaire, la crise migratoire, les tensions économiques, la désinformation, tous ces défis appellent à une réponse coordonnée et courageuse. L'histoire jugera les actions de cette génération.